Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio, encore une semaine de folie de football, le feu d'artifice, l'apothéose de la saison de football de club s'est terminé la semaine dernière et c'est ce soir dont on va débriefer un petit peu cette semaine. On va aussi bien sûr parler, alors bien sûr du Real, des deux finales de Coupe d'Europe, la finale de Ligue des Champions et la finale de Conference League. Et enfin, on va un peu débriefer tous ensemble l'actu de la semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, même d'ailleurs en ce moment. Je pense, bonsoir à ceux qui sont dans le chat, au JCRM, au Cotonou, au JCRM qui décide de devenir OJC, probablement à cause de la signature de Mbappé au Real Madrid, je pense. Donc voilà, c'est ça. Mbappé a officialisé son transfert au Real, du coup, fini le Real pour moi. Ah, tu sais bien que les clubs sont plus grands que les joueurs, et puis avoir Mbappé dans son équipe, c'est quand même pas mal. C'est quand même une bonne nouvelle, même si a priori, le Real a montré que il n'avait absolument pas besoin de Kylian Mbappé pour être sur le toit du monde, en Espagne et en Europe. Donc voilà, mais bon, bref, on va justement en parler. Au Cotonou qui dit quoi? Mbappé a signé au Real, mais c'est incroyable. Oui, effectivement, c'est une des plus grosses surprises de la saison. Vraiment, on s'y attendait pas. C'est pas comme si ça faisait 4 ans qu'on l'attendait. Donc voilà. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire justement au regard de la finale de Ligue des Champions de cette année et de la saison du Real? On va en parler un petit peu. Et puis on va parler d'autres choses. On va parler bien sûr de Saint-Étienne. Beaucoup d'infos pour Saint-Étienne, entre une montée absolument superbe dans un match contre Metz, dont on va débriefer un petit peu le contenu. Et puis bien sûr, le rachat officialisé aujourd'hui par des investisseurs canadiens, avec à sa tête, pas à la tête des investisseurs, mais à la tête de l'AS Saint-Étienne maintenant, Ivan Gazidis, une très vieille connaissance de nous, Milanais, parce que il a redressé financièrement le club. Et sportivement aussi, d'ailleurs, en tous les cas, il a concouru, parce que sportivement, il s'en occupait pas, il faisait confiance aux gens, mais en revanche, au niveau financier, c'est lui qui a redressé le club. Il a fait un travail absolument extraordinaire avec le Milan, et je suis très 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 content pour Saint-Étienne que Ivan Gazidis soit à la tête des Verts. En revanche, attention, cure d'austérité. Gazidis, il rigole pas. Un sou est un sou, et c'est d'ailleurs comme ça que les clubs se restructurent. Donc voilà. On peut parler du Servette de Genève, bien entendu, effectivement. Alors j'ai pas vu la finale de tir au but, la séance de tir au but. Je vais y arriver. Mais en revanche, effectivement, je comprends que 23 ans sans titre, ce soit un vrai événement pour nos amis genevois, suisses et genevois en particulier. Donc voilà, bien sûr, on pourra en parler avec grand plaisir. Le foot de haut niveau est en Suisse, oui, entre autres, mais ça dépend de quel niveau on parle. Donc voilà. Bon, on va commencer par le Real. J'ai appelé ça à la Real. Alors un clin d'œil bien sûr à la Madrid, mais en français dans le texte, à plus loin Real, parce que vraiment ils l'ont fait à la Real de ces derniers temps, c'est-à-dire jamais dans la maîtrise technique, on va dire, technique. Les 30 dernières minutes ont été maîtrisées, ou même les 20 dernières minutes ont été maîtrisées de la part du Real, mais les 60 ou 70 minutes précédentes ont été quand même très très pénibles pour le Real, mais c'est absolument pas la dernière fois, ni la première fois qu'on voit le Real dans cette situation-là. C'est vraiment quelque chose qui devient très fréquent. Le Real me fait penser, et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais le Real me fait penser aux équipes italiennes des années 90, 2000, qui se faisaient dominer, mais qui gagnaient inéluctablement à la fin, dont on adorait les détester parce que ils étaient fascinants de maîtrise des événements, et en même temps ultra énervants dans la façon dont ils avaient de la chance,
c'est ce qu'on appelait de la chance, mais en fait c'est de la maîtrise, hein. C'est bien ça, hein, le Real. Donc de la chance, ils dominaient pas. Souvent vous pensiez que vous pouviez les dominer, hein. Je me souviens encore de ce Lyon-Milan de 2003 où effectivement Lyon était... non, alors c'était 2005 en plus, je crois. Lyon était quasi sûr de sortir le Milan, et puis finalement un doublé de Pippo Inzaghi à la 89e minute fait en sorte que Lyon sort de la compétition. Donc c'est exactement ça, et le Real en fait s'est encore fait dominer par le Borussia Dortmund, le 5e de Bundesliga qui très très clairement roule sur le champion d'Espagne, mais n'a pas Vinicius en attaque, n'a pas Kylian Mbappé en attaque, a Füllkrug et Adeyemi. Et alors j'en veux pas à Füllkrug parce que je pense qu'il a fait un très bon match, et de toute façon honnêtement je pense qu'il est hors jeu sur la frappe qu'il met sur le poteau. En revanche Adeyemi, je lui en veux de pas savoir contrôler un ballon, c'est-à-dire qu'il a tout, ce petit, honnêtement, il a un physique hors norme, il a de la grinta, il se sacrifie pour les autres parce qu'il fait énormément d'efforts défensifs. Alors est-ce que c'est ça qui justement lui fait rater ces 2 contrôles? Mais sur les 2 prises de balle, et c'est là où en fait les 2 buts sont pas marqués, on parle de Thibaut Courtois qui a soi-disant fait des arrêts fantastiques. À chaque fois, les contrôles sont pas bons, et c'est ça donc sur le premier, le tête-à-tête, en fait, il part déjà d'une, je pense que s'il rentre dans Courtois et qu'il tombe, il y a penalty. Déjà première chose, donc manque un peu de vis. Ensuite de 2, son contrôle extérieur il est beaucoup trop long, ce qui fait qu'il se retrouve complètement à l'extérieur du terrain, alors qu'une touche un petit peu plus maîtrisée l'aurait laissé plus ou moins dans l'axe et c'était fini. Et enfin, la prise de balle sur la frappe du gauche que Courtois va chercher au sol, puis ensuite qui récupère à la tête de Füllkrug, c'est son contrôle. Encore une fois, la prise de balle sur l'appel dans la profondeur, il le fait partir complètement à l'extérieur, alors qu'il contrôle avec le côté gauche, il se retrouve complètement à l'extérieur côté gauche, ce qui fait qu'après derrière il n'a plus qu'à tenter une frappe moyennement puissante du pied gauche à ras de terre, ce qui est déjà pas mal, sa frappe est pas trop mal. Mais s'il avait réussi à rester dans l'axe, il aurait eu des angles beaucoup plus ouverts pour pouvoir marquer. Donc c'est vraiment un problème de contrôle malheureusement pour le petit Adeyemi, et plusieurs fois on l'a vu aussi sur une balle par-dessus lui, il a essayé de contrôler, mais on sent que le contrôle c'est pas son truc, la vitesse c'est son truc, la frappe c'est son truc, la défense c'est son truc, l'envie, tout ça franchement, mais à la fin quand on le voyait les yeux dans le vague, je pense qu'il a compris que malheureusement c'est lui qui a perdu la finale. Et c'est vraiment dommage. Et comme d'habitude, on l'a dit 100 000 fois ici dans Buonasera Calcio, quand vous ne mettez pas la dernière balle dans la tête au Real, c'est eux qui vous la mettent. Tout le temps. Et d'ailleurs, la tête de Carvajal, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un premier corner, et en fait, cette tête, il l'a tiré exactement au même endroit, la reprise de la tête était exactement au même endroit, pas Thibaut Courtois, pardon, mais Kobel l'arrête, cette fois-ci, la deuxième, il l'arrête pas, et pourtant c'est exactement le même mouvement, Carvajal se retrouve au même endroit, la balle est tirée au même endroit, et là cette fois-ci c'est dedans, donc voilà. Bon, je vais faire un petit tour dans les commentaires, parce que je vois que tac, on peut parler de Servette de Genève, donc Okotonujo qui dit le football de haut niveau c'est en Suisse, c'est du foot en altitude, effectivement je comprends, donc c'est du haut niveau. Le Real a joué quand le BVB n'a plus de jambes, oui c'est pas faux, effectivement. JCRM qui dit Ancelotti, il faut qu'il reste encore coach longtemps, les fabricants de chewing-gum ont encore besoin de lui. C'est vrai, il a arrêté de fumer, le pauvre, pour des problèmes cardiaques, maintenant il mâche des chewing-gums. J'espère qu'il n'a pas de problème dedans maintenant. Il faut leur reconnaître qu'ils savent être explosifs, les diablement justes quand il le faut. 3 tirs, 2 buts, ouais, effectivement. Dommage qu'il n'ait pas marqué le petit Füllkrug, oui, c'est vrai. Füllkrug c'est un super joueur, franchement, j'ai appris à l'aimer alors qu'il est moche, enfin je veux dire il est moche, attention, je parle pas de son aspect physique, je parle de son type de jeu, c'est pas très beau, mais c'est un peu un espèce de Olivier Giroud, Füllkrug, et j'adore ce genre de joueur, parce que c'est des joueurs qui sont éminemment altruistes, et ça fait plaisir, ça fait du bien, puis en plus c'est un bon buteur, honnêtement, et puis physiquement, le bébé que c'est, attention. Non, franchement, très bon, il a fait une bonne finale, Füllkrug.
J'ai adoré le tweet d'un site de paris en ligne. La France a eu Gignac en 2016 et Kolo Muani en 2022. Dortmund a eu un match. Ils ont Adeyemi et Füllkrug. Force à vous les supporters. Effectivement. Je suis d'accord parce qu'ils ont les occasions. Alors Füllkrug, bon... Le pauvre, franchement, moi j'ai rien à lui reprocher à Füllkrug sur cette finale. Moi, je trouve qu'il fait une bonne finale. Mais c'est vrai qu'Adeyemi, en revanche, malheureusement, il fait une bonne finale. Son activité sur son côté est vraiment très très bonne. Mais en revanche, ouais, prise de balle. Les fondamentaux dans le football, ça fait la différence quand tu arrives au très très haut niveau. Parce qu'au très très haut niveau, t'as pas le temps, en fait. Tu n'as pas de... Les défenseurs sont tellement à un niveau très très élevé que tu rates un truc et c'est terminé, ils sont sur toi. Donc voilà, donc c'est ça qui est compliqué. Le très haut niveau, ça pardonne pas sur les fondamentaux. Quand tu joues contre Bochum, tu rates un peu ton contrôle, le goal est nul, le défenseur te suit pas forcément, tu as le temps de te redresser, de frapper. Bon bah voilà, ça se voit pas en fait que tu as raté ton contrôle. Contre le Real, mais pas que, je veux dire contre les grandes équipes, ça se voit malheureusement. Donc voilà. Côté Real, la finale de Bellingham, fantomatique, oui, alors ça fait plusieurs semaines, tu as tout à fait raison au JCRM, mais ça fait plusieurs semaines que Bellingham n'est pas du tout à un niveau très très bon. En revanche, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il ne lâche pas et qu'en fait, il fait des efforts défensifs absolument incroyable. Après, les circuits préférentiels ne passent plus par lui parce que les équipes ont prévu un plan anti-Bellingham. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir Mbappé, même si certains supporters du Real apparemment ont des problèmes avec lui, le fait d'avoir Mbappé va permettre de libérer soit l'un soit l'autre, mais les gens vont pas pouvoir faire des plans spéciaux sur Vinicius, sur Mbappé et sur Bellingham, ça va être compliqué. Donc voilà, je pense que effectivement il y a, en fait, Mbappé amène probablement de la liberté aux deux autres, donc ça va être encore pire en fait. Donc et probablement qu'une finale comme celle contre le BVB sera peut-être un peu plus équilibrée dans le jeu parce que quand t'as Mbappé, Vinicius, Bellingham et que c'est ça ton attaque, parce que probablement ils vont jouer à deux avec Bellingham un petit peu derrière comme ils le faisaient au début de saison avec Vinicius, Rodrigo, avec Bellingham un peu derrière. En fait, tu sais plus où défendre, en fait. Tu ne sais plus où défendre, c'est pas possible. Donc voilà, donc je sais pas, on verra, mais moi je pense que Mbappé va les rendre plus forts, ça c'est sûr. Alors c'est pas forcément lui qui sera décisif tout le temps, etc. Parce que quand tu es dans une équipe comme ça, c'est fini. Mais alors crois bien qu'il va marquer énormément de buts et que je pense effectivement il va faire marquer beaucoup de buts aux autres par sa présence, ne serait-ce que par sa présence, ses appels, etc. Donc voilà, donc je pense effectivement que ça va être intéressant pour Bellingham aussi. Lui, l'arrivée d'Mbappé va lui faire du bien, il va pouvoir retrouver son vrai poste, effectivement, milieu de terrain. À Bellingham, je le vois bien retrouver une place dans le milieu à 3, dans un quad 3-3. Je sais pas. Après, ça dépend comment est-ce qu'il comble le départ de Toni Kroos, parce que là, il faut du banc. C'est un problème quand même pour le Real. Parce que Modric est quand même plus tout jeune, Toni Kroos est parti, alors ok, ils ont leur trio titulaire, on va dire Valverde, Tchouaméni, Camavinga, c'est pas très créatif tout ça, les trois là, c'est super, mais c'est pas ultra créatif, donc effectivement il y a Brahim Diaz qui est là, mais c'est plutôt pareil, lui un milieu offensif remplaçant de Bellingham en fait. Moi je vois bien plutôt le Real investir sur, en plus de Mbappé, investir sur des milieux relayeurs, un petit peu comme Camavinga, Tchouaméni, Valverde, pour faire son milieu à 3, leur donner peut-être un autre remplaçant en plus de Modric, et puis devant laisser Bellingham, Brahim Diaz, et jouer avec deux pointes, donc Vinicius et Mbappé, avec des fois Bellingham ou Diaz qui plonge dans l'axe, ou alors qui va à droite et c'est Mbappé qui va dans l'axe, etc. Enfin, une espèce de système offensif un peu polymorphe, je pense. Mais bon. Tchouaméni, Valverde au milieu, Bellingham un peu plus haut qu'eux, et en attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo. Ouais, ça en revanche je suis pas sûr. En fait, ça fait trop d'attaquants. Il y a pas de milieu de terrain, il y a pas de meneur de jeu, il y a pas de gens qui comblent vraiment les déplacements adverses.
Mettre les trois, je pense que Rodrigo il dégage. Ou alors il accepte de jouer, d'être sur le banc. Mais j'ai bien l'impression que Rodrigo, c'est direction l'Angleterre pour financer probablement pas l'arrivée d'Mbappé, parce que bon, vous avez vu quand même qu'il a le plus gros salaire de l'histoire à part Léo Messi, 57,5 millions d'euros. Beaucoup plus gros que tous les autres au Real, plus une prime à la signature de 100 millions d'euros. Donc voilà, bonjour, bienvenue, monsieur Mbappé. Et donc il coûte quand même de l'argent, c'est ça que je voulais dire, c'est pas juste l'anecdote, mais ça change pas que quand même on va dire que l'image de marque de Mbappé c'est autre chose que celle de Vinicius, celle de tous les joueurs du Real, vu qu'il explose complètement les charts du vestiaire du Real. D'ailleurs, je sais pas comment ça va être pris dans le vestiaire. Je suis pas sûr que ça se passe très très bien, mais bon, bref, on verra. Une chose est sûre, c'est que ça leur a coûté de l'argent. Il va falloir financer quand même le milieu de terrain. Le Real n'a pas un puissant fond. Si le club est bien géré comme il est, c'est parce que justement ils font pas n'importe quoi. Et je pense que Rodrigo va être acheté 120 millions par un club anglais débile, probablement Chelsea. Et ensuite ils financeront l'arrivée de milieu de terrain, je pense, à mon avis. Mais bon, après je me trompe peut-être. Donc voilà. Pour moi, si tu veux, un cut de 2-3-1 pour être précis. Ouais, je vois bien. Je vois bien effectivement un 4-2-1-3, mais ouais, je comprends. Mais je suis pas convaincu que tu puisses avoir un vrai équilibre en 2024 avec ça, avec 3 attaquants purs. Et un milieu de terrain un peu entre les deux, relayeur offensif, plus 2 milieux de terrain défensifs. C'est très compliqué maintenant de défendre à 2, même dans les 4-2-3-1, donc pas dans les 4-2-1-3. Dans les 4-2-3-1, très souvent en fait celui du milieu du 3, il est très souvent finalement beaucoup plus, 60-70% du temps il est dans le milieu, dans les deux, plutôt que il est dans les 3 du bas plutôt que dans les 3 du haut. Donc voilà, parce que c'est très complexe de stabiliser une équipe avec 2 milieux de terrain en 2024, compte tenu des systèmes de jeu que tu rencontres en face, qui sont très souvent des systèmes de jeu à 5 milieux, avec des pistons qui montent très très haut, et quand tu es 2, c'est très compliqué de couvrir toute la largeur, et si tu mets Vinicius d'un côté, Mbappé de l'autre, ou Rodrigo de l'autre, oui, dans une certaine mesure, ils se replacent, mais ils font pas les efforts suffisants pour faire en sorte que tes milieux soient pas noyés par le surnombre. Donc, je sais, je l'ai vécu avec l'Inter. Même quand on jouait en 4-2-3-1, des fois, ils ont vraiment laissé les deux milieux. L'Inter nous a tués avec ses pistons à cause de ça, parce qu'en fait, on n'arrive pas à couvrir le terrain sur la largeur, c'est impossible. Donc voilà. Mais bon, après, je suis pas Ancelotti, je suis pas Guardiola, je suis pas Jürgen Klopp, c'est mon analyse tactique, mais c'est perso, et franchement, si j'étais bon en tactique, ça se saurait. Donc voilà. Rodrigo peut être acheté par le PSG aussi, ils adorent acheter les joueurs que les bigs ne veulent plus. Oui, c'est sûr, en tous les cas, si tu as un joueur à acheter du Real, mieux vaut acheter Rodrigo qu'Asensio. Ça, je pense qu'on a tous compris. Mais bon, peut-être que cette fois-ci, ils vont bien l'acheter. S'ils peuvent revendre Asensio, mais je pense qu'il n'y a pas un gland qui va acheter Asensio, ou alors je comprends plus rien au football. Il est pas mauvais Asensio, mais enfin c'est Asensio, quoi. Je veux dire, on sait très bien que sa carrière s'est achevée avec ses ligaments croisés et puis que c'était terminé. Donc oui, des fois il fait des bonnes passes, il fait un match pas trop mauvais contre Saint-Etienne, ok d'accord, super, mais je veux dire voilà, c'est l'ombre du joueur qu'il a pu être pendant 6 mois, 1 an au lancement de sa carrière. Donc voilà, mais ça va pas durer longtemps avec Asensio. Asensio c'est que du ressenti. Asensio c'est ouh là là, on a un crack. Ah bah non, mais en fait c'est une pompe à vélo. Voilà. Donc voilà. Et après on a entendu crack, malheureusement c'était dans son genou. Oui, donc voilà. En tous les cas, le Real l'a fait à la Real, c'est-à-dire sans maîtriser que dalle. Mais bon, ils ont pas forcément maîtrisé les choses contre le Bayern. Ils ont pas forcément maîtrisé, alors vraiment pas maîtrisé contre le Manchester City, pardon. Ils ont pas maîtrisé non plus leur finale. Mais c'est quand même la première fois que le Real remporte une Ligue des Champions en ne perdant aucun match tout au long de la compétition. Donc chapeau, ils avaient marqué 18 points en poule et ils n'ont pas perdu de match sur la phase à élimination directe. Donc ils ont attendu la 15e Ligue des Champions pour faire ça. Chapeau, ça veut dire aussi que ce Real a toujours été dans l'adversité. Les Real précédents dominaient tellement qu'il y avait des matchs qu'ils lâchaient.
Et voilà, c'était pas très grave si en poule ils perdaient les 2 derniers matchs ou ils en perdaient un, etc. Ils s'en foutaient un peu. Là, celui-ci est dans le combat depuis le début, alors peut-être un peu moins que celui de 2022, mais presque. Donc voilà. À la Jean-Claude Duss. Et en attaque, on a oublié qu'il y a, en plus de Mbappé, Endrick qui va aussi arriver au Real à la saison prochaine, sacré embouteillage si on rajoute les Diaz et Joselu. Ouais, Endrick, tu sais, je pense qu'ils vont le gérer un petit peu comme Vinicius et Rodrigo. Je pense pas que Endrick tout d'un coup va jouer, ou même Arda Güler cette année. Donc c'est pas un problème, mais Endrick il va pas postuler pour être titulaire en Ligue des Champions. Endrick c'est le joueur de dans 4 ans, comme Vinicius était le joueur de dans 4-5 ans quand il a signé, comme Rodrigo a été le joueur de 4-5 ans quand il a signé. Arda Güler c'est peut-être un peu plus rapide, peut-être que dans 2 ans ce sera lui le boss du milieu de terrain. Bah voilà, mais c'est pas... Le Real en fait a compris qu'ils ne peuvent plus se battre pour acheter des joueurs au summum, ils les fabriquent donc. Donc ils prennent les meilleurs prospects, ils les payent très cher pour des prospects, et ils les développent chez eux. Mais je pense que c'est déjà acté avec les joueurs, et je pense que la meilleure publicité pour ça, pour Arda Güler, pour Endrick, etc., c'est Vinicius et Rodrigo, qui sont la meilleure pub que tu puisses faire pour... Voilà. On vous achète, mais en revanche, pensez pas que vous allez jouer tout de suite parce que c'est pas le cas. Et regardez en revanche ce que ça donne. Nous, on vous prépare à être au très très haut niveau. Et quand on vous lance, c'est que vous êtes prêts et vous allez tout casser. Et et voilà. Donc moi, je pense que c'est pas les joueurs de maintenant, Arda Güler et Endrick. En revanche, c'est les joueurs de dans 2-3 ans et ils vont nous saouler encore. C'est sûr. C'est sûr et certain. Kroos part avec une 5e C1 au KLM. Il était pas là à la première. Si, il était là, non 2014, je crois que c'est sa première saison. Je crois qu'il en est à 6. Hein. Pas à 5, le coquin. Avec Modric, avec... ils sont plusieurs comme ça. Carvajal, Modric, Kroos. Qui est-ce qu'il y a Nacho. Ils sont 5-6 à en avoir 6 des Ligues des Champions. Et ça devient les recordman parce qu'avant, tu avais Paco Gento avec tous ceux, les Ramos, etc. etc. Et là, maintenant, ils sont 6 et ils sont tout seuls à en avoir 6, je crois. Au Real, hein, je parle. Hein. Pas en tout. Enfin, quoi qu'en tout, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient eu plus de Ligue des Champions que 6, déjà. Donc, voilà. Ah ouais, c'est un palmarès de porc. Ouais, grave. Nacho Tacos. Absolument. Donc, ouais, c'est 6. C'est 6. D'ailleurs, je crois que Cristiano Ronaldo essaye de récupérer Nacho. Je sais pas dans quel club il joue en Arabie Saoudite. Là. Je l'ai vu pleurer pour la Coupe d'Arabie Saoudite. Ça m'a fait quelque chose en ce sens que ce gars-là a tout gagné. Tout. Oui, quand même. Quand tu gagnes l'Euro avec le Portugal, plus tout ce qu'il a gagné en club, etc. Et il est toujours aussi touché pour une défaite en finale d'une Coupe d'Arabie Saoudite. C'est franchement, on a beau dire plein de choses sur Cristiano Ronaldo, mais c'est un passionné de football. Et ça me touche parce que il a tout quoi. Et quand il perd une finale de coupe d'Arabie Saoudite, bah il pleure. Et pourtant il est milliardaire. Donc bravo. Ah bah oui, exact. Ah oui, c'est ça. En fait, en 2014, il est parce que la décima, on est bien d'accord que c'est 2014 avec Carlo Ancelotti. Puis ensuite, il y a 2016, 2017, 2018 avec Zidane. Et enfin, 2022 et 2024. Donc, le truc, c'est, je pense qu'il arrive en 2014 au Real. Hein, j'ai l'impression. Et je suis pas sûr qu'il soit là en 2013. Ah bah si, forcément. Ouais. Bref, ok, je sais pas. Alors ça se trouve, il en a 7 lui. Donc voilà. Ou je me demande s'il arrive pas en 2013. Mais il faudrait regarder. Enfin, je pense que tu as regardé au JCRM. Sinon, tu me le dirais pas. Mais la décima de Carlo Ancelotti, parce que là, en fait, tu as 2016, 2017, 2018, 2022, 2024. Donc c'est les 5 dernières. Mais la décimale est en 2014. Donc si Kroos arrive en 2014, il gagne en plus celle de 2014. Donc voilà.
Quand tu perds en Arabie Saoudite, tu pleures, c'est obligé. Avec tout mon respect aux Saoudiens, bien sûr. Saison 2014-2015, il arrive, Kroos. Ah, ok, d'accord. Eh ben, écoute, tu vois, j'avais l'impression qu'il était déjà là. Bon, il en a 6 quand même, mais dont une avec le plus beau Bayern de l'histoire du Bayern, je pense. C'est important de le dire. Même le Bayern des années 70, je sais pas s'il est aussi beau que celui de 2013. Mais bon. Donc voilà. Ça, en tous les cas, ça c'est fait. 15e Ligue des Champions, ils en ont 8 de plus que le Milan. Donc voilà. Je faisais le calcul, il y a eu 69 éditions de la C1 depuis le début de l'histoire de la C1. 69 éditions. Alors bon, ok. On est d'accord que les 5 premières éditions que le Real gagne, c'est 4 équipes qui sont invitées au pif. Enfin bon, bref. Donc bon. Ok, on les compte si tu veux, d'accord. On les compte quand même parce que dans les 69, elles sont là, les 5 premières. Donc ça veut dire que 69 éditions, ils en ont 15, c'est-à-dire qu'ils ont 20%. Ils gagnent en fait une année sur 5 la Ligue des Champions, depuis le début, depuis les années 60, enfin depuis les années 50, pardon. Donc depuis les années 50, en moyenne, le Real gagne une Ligue des Champions tous les 5 ans, parce qu'ils ont 20% de toutes les Ligues des Champions. Ils en ont 15 et 10%, c'est 7. Donc voilà, ils ont un petit peu plus de 20% d'ailleurs. Ils ont 21-22%. C'est quand même assez hallucinant. Donc voilà. Bref. En tous les cas, le Real a pris en plus une direction encore meilleure, je trouve, plus vertueuse ces dernières années, avec une gestion absolument phénoménale de leurs sportifs. Mais quand je dis phénoménal, c'est phénoménal. Ils sont extraordinaires. Ils ont réussi à répondre à la puissance financière des clubs États et de la Première Ligue mais d'une manière absolument incroyable, en fait. Ils anticipent les recrutements, la politique sportive, elle est chirurgicale. Alors ok, des fois ils se plantent, et ils se plantent fort, hein, mais en fait, ils ont les reins solides pour accepter de temps en temps de se planter. C'est un mix entre des prospects ultra forts qui développent chez eux et des stars qu'ils arrivent à avoir au summum et très souvent pas cher. Mbappé, il le recrute gratuitement. Voilà. Alors oui, il donne énormément... il le recrute quand même 100 millions, vu qu'il y a 100 millions de primes à la signature, mais c'est pas ce que ça aurait dû coûter il y a quelques années, c'est-à-dire 280 ou 200... Oui, je crois que c'était 280. Donc voilà, donc c'est quand même, ils l'ont pas trop cher. Ils ont recruté, voilà, même Bellingham, ils le recrutent pas des sommes stratosphériques. Et l'impact, il est incroyable, il est instantané. Non, franchement, ils sont trop forts. Vraiment, ils sont très très forts. Même quand ils recrutent des joueurs moyens, des Rosselló et tout, le gars, il leur a servi à gagner la Liga, quoi. Très souvent, il a été décisif dans des matchs où ils étaient en galère. Et puis alors bon, je te parle même pas en Ligue des Champions quand il marque son doublé. Donc voilà, donc c'est... Non, franchement, chapeau le Real, chapeau, bravo. Et c'est bien mieux qu'avant, que leur politique de stars, etc. Ils ont vraiment une super politique sportive. Félicitations. Si les grands clubs doivent s'inspirer du Real. Et après, c'est un cercle vertueux parce que plus tu gagnes, plus tu montres que tu maîtrises les choses, plus les joueurs veulent venir chez toi. Et même s'ils gagnent moins que dans des clubs anglais ou des trucs comme ça, en fait, ils viennent quand même chez toi parce qu'ils savent qu'ils vont gagner. Ils savent que la politique, elle est sur du long terme, elle est pas juste sur one shot, on va faire allez, salut, on a une super équipe, et puis après, le club, il s'effondre. Donc, non, franchement, vraiment top. Bravo. Real Atalanta en août quand même, effectivement, c'était sur Twitter je crois aujourd'hui, et oui parce que ça s'appelle Twitter, n'en déplaise à Elon Musk, hein, en ce moment il n'arrête pas de lancer des sondages sur Twitter en disant vous préférez X ou vous préférez Twitter, tout le monde répond Twitter, tout le temps. Mais il change quand même pas le nom. Donc, soi-disant, il écoute, c'est de la démocratie directe, Twitter. J'adore Twitter, hein, justement pour ça, parce que c'est le Far West. Hein. Donc voilà, parce que les réseaux sociaux tout policés, ou bref, où tu peux rien faire, rien dire, etc., moi, ça m'embête. Voilà, des fois, effectivement, sur Twitter, tu vois des trucs, voilà, mais au moins tu peux répondre à ces gens-là, ou alors tu peux tout simplement ignorer, et c'est très bien. Donc voilà. Mais bref, pour en revenir, oui, c'est toujours Twitter. Et il faut que ça redevienne Twitter. S'il te plaît, Elon Musk, hein, je sais que, bien sûr, elle écoute Buonasera Calcio religieusement toutes les semaines. Je ne lui ai jamais demandé, Elon, s'il te plaît, rappelle ton application Twitter
X c'est nul, personne dit X, je X, non, tu X pas, tu tweets, donc si tu tweets, bah ça s'appelle Twitter. Donc voilà. Bref, j'ai lu un tweet où je sais absolument plus ce que je voulais dire. Donc voilà. Je me suis perdu dans Twitter et dans X. Bref, en tous les cas, j'ai vu un tweet marrant avec le sujet dont on a parlé juste avant. Voilà, je ne sais plus ce que c'était, donc voilà. Hors réel, j'ai une statistique de dingue. Arne Slot n'est que le 23e coach de l'histoire de Liverpool. Effectivement, bravo, je comprends. Toi, tu dis, moi je préfère Caramel, Skyblog, MySpace, ça c'était bon. Ah oui, on parlait de Atalanta Real, mais oui. Voilà, merci, Cotonou. Real Atalanta, finale de Supercoupe, et donc il y a un gars qui disait la phrase que tu n'aurais jamais dit au mois d'août l'année dernière, la prochaine finale de Supercoupe sera Real Atalanta. Donc voilà. Effectivement. Tout le monde voyait Manchester City gros comme une maison, voilà, probablement l'Atalanta on les voyait pas non plus vainqueurs de l'Europa League, donc oui, c'était une phrase que tu ne pouvais pas dire en août 2023, donc voilà, mais qui est réelle, et c'est bien, et c'est très très bien. On va passer à la deuxième finale, on est passé pas loin d'un Atalanta Dortmund, absolument, je suis d'accord avec toi, effectivement. Et celle-là, vraiment, tu l'as dit par la phrase. Ça, c'est sûr. Atalanta Dortmund en finale de Supercoupe, tu l'as dit pas. C'est sûr. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? La deuxième finale de Coupe d'Europe. L'Olympiakos qui rencontrait la Fiorentina. Fiorentina 2 fois d'affilée qualifiée en finale de Conference League. J'ai eu tellement mal au cœur pour eux, franchement. Vraiment, les pauvres, ils méritent tellement de gagner une Coupe d'Europe. Italiano est un super coach qui va probablement d'ailleurs reprendre une super équipe. Donc voilà, mais vraiment, j'étais dégoûté pour eux. Vraiment, j'étais dégoûté et j'espère qu'ils vont pas lâcher l'affaire, que le propriétaire va pas lâcher l'affaire et qu'il va continuer à développer l'équipe pour aller chercher cette Coupe d'Europe tôt ou tard, parce qu'il mérite tellement cette équipe, ce serait tellement romantique. J'ai tellement envie de voir Florence complètement en feu. Franchement, il mérite. Bon, après, de l'autre côté, alors, attends, je passe dans les commentaires. En parlant de l'Atalanta, Scalvini, la grosse tuile, ouais, très gros. Alors, le match casse-croûte, mais alors... match en retard de la 29e journée qui se joue un dimanche soir, après la finale de Coupe d'Europe, après la fin du championnat d'Italie. Tu sais même pas pourquoi on le joue. On aurait pu se dire, tiens, prends un point, je prends un point, allez, bisous, ça change rien, de toute façon. Bonne journée. Eh ben non, il le joue quand même. Après la saison, en gros. Et Scalvini se fait le genou. Bonne journée. Donc déjà que Acerbi était blessé, Scalvini maintenant. Bon bah voilà, la défense de l'équipe championne en titre va être compliquée pour l'Euro. Ben bon, de toute façon, l'équipe en général est compliquée, hein. Ils n'ont pas une super équipe, mais en même temps, comme en 2021, personne ne les attendait. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'ils vont quand même faire un bon Euro. Je les vois mal gagner, mais on ne sait jamais. Ils peuvent faire un bon Euro en revanche. Donc voilà. Contre la FIO en plus, absolument, tu as tout à fait raison, OJCRM. OJC, pardon. Excuse-moi. Oui, donc peut-être à un moment, il n'y en aura plus qu'une lettre, va savoir. Donc, oui. Donc, bref, la FIO m'a fait mal au cœur, mais en même temps, que l'Olympiakos gagne sa première finale, que la Grèce gagne sa première finale de Coupe d'Europe, franchement, ça fait plaisir pour ce pays de football parce que quand même ils vivent le football. Je veux dire, la Turquie a gagné des Coupes d'Europe. Je sais pas, l'Ukraine a gagné des Coupes d'Europe, etc. Donc que la Grèce n'ait pas gagné de Coupe d'Europe, c'était quand même une anomalie avec la passion pour le football qu'ils ont, des fois un petit peu incontrôlable, mais quand même une passion folle. Et que ce soit l'Olympiakos en plus qui gagne la première Coupe d'Europe. Je dis pas que les autres clubs, s'il y a des supporters du Pana, ils vont casser leur écran, mais ce que je veux dire, c'est que l'Olympiakos, c'est quand même, on va dire, pour nous étrangers, le club le plus représentatif probablement du football grec. Donc voilà, donc c'est d'ailleurs on l'appelle là-bas la légende, tout simplement. L'Olympiakos qui gagne donc la même année la Conference League et la Youth League, absolument, ouais, tout à fait, super génération de jeunes et qui ont mis une rouste absolue à Milan en finale et qui gagne la première Coupe d'Europe de la Grèce la même année, donc franchement chapeau.
vraiment très très bien, avec Christian Carambeu, hein, toujours je sais pas s'il est directeur sportif, je crois qu'il est, il est plutôt directeur général du football, on va dire. Donc voilà, non, très très bien. D'ailleurs, je pense que ça fait tellement longtemps qu'il est en Grèce, je l'ai entendu parler, là, il s'est fait interviewer, il parle plus français, enfin, il parle français, mais on sent que c'est un étranger qui parle français. Ça n'est plus sa langue, en fait. Alors, je sais pas quelle langue il parle, et je me posais la question d'ailleurs, je me disais, après tant d'années, je pense qu'il parle grec, mais le grec, c'est quand même pas facile, donc voilà. Et bref, en tout cas, oui, il parle, tu sens que c'est plus un francophone naturel, quoi. Donc voilà. Mais chapeau pour l'Olympiakos. Et en fait, je voulais mettre ça un petit peu en abîme avec le football français, qu'une équipe comme l'Olympiakos réussisse à gagner la Conference League. L'Olympiakos, ça doit être le budget de... Je vais aller le chercher, hein, d'ailleurs, hein, je l'ai pas cherché, mais le budget de l'Olympiakos, franchement, ça doit être le budget de, je sais pas, Angers, un truc comme ça. Pas plus, quoi. On va regarder, mais je pense que c'est ça, budget Olympiakos... peut-être pas Angers quand même, faut pas déconner. Le budget, c'est Lille. Donc la Ligue grecque revoit à la hausse ses exigences. Ah ouais, non. Pardon. Parce que là, le problème de l'Olympiakos, c'est qu'ils ont 150 équipes. Olympiakos Football. Voilà. Hop là, parce qu'ils ont... Ah non, pas effectif. Hop là. Je vais y arriver, hein. Je vous promets, je vais y arriver. Ça, c'est du journalisme... du journalisme en direct. Olympiakos Foot. Allez. Olympiakos, le... Il n'y a pas forcément marqué, hein, le budget de l'Olympiakos. J'ai du mal à le trouver, mais bon. Ah si, 40 millions d'euros. Voilà. 40 millions d'euros en 2024, le budget de l'Olympiakos. Donc on peut considérer quand même que on n'est pas sur le plus gros club d'Europe. Hein. On en est loin et pourtant ils vont gagner une Coupe d'Europe. Donc c'est pas une question de moyens. La dernière fois que la France a gagné une Coupe d'Europe, c'était donc il y a maintenant 31 ans. Donc 31 ans. Ah non, pardon. Excusez-moi. 28 ans. Je suis désolé parce que c'est vrai que je partais de 93, mais non, c'est 96 la dernière. Donc 96, 28 ans qu'une équipe française n'a pas gagné une Coupe d'Europe, sachant qu'en gros, ils en ont gagné 2, mais en 3 ans. Hein. Donc 93-96, c'était les années d'or. Terminé, après, merci. Rien avant, rien après. Bisous, c'est gentil. C'est pas normal. Honnêtement, c'est pas normal. Il y a un problème de structure, il y a un problème de travail, il y a un problème d'investissement, il y a un problème il y a trop de problèmes dans le football français de club pour que ce soit qu'on puisse les excuser de quoi que ce soit. C'est anormal que des équipes ukrainiennes, que des équipes turques, que des équipes grecques. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec... C'est pas de la condescendance vis-à-vis de ces footballs ou de ces pays, pas du tout. C'est, encore une fois, au niveau économique, c'est absolument anormal que des clubs qui ont des budgets qui sont ridiculement bas par rapport à nos clubs français, parce que si tu prends Rennes, Lyon, Monaco, Marseille, tu prends que ces 4 clubs-là, je prends pas le Paris Saint-Germain, parce que là, on est dans la stratosphère, mais tu prends ces 4 clubs-là, c'est, allez, combien 5, 6 fois, 6 fois, alors, entre 4 et 6 fois le budget de l'Olympiakos. Et t'as pas gagné une Coupe d'Europe depuis 28 ans. Non, mais c'est pas possible. Franchement, c'est impossible. Moi, ça, c'est un truc que je comprends pas et que je comprendrai jamais. Et quand les gens osent me dire que le championnat de France est supérieur à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Alors déjà, des fois, quand ils se comparent au Big Four des championnats, alors là, je me dis, mais là, on est sur une autre planète, complètement sur une autre planète. Mais même quand tu te compares au football slovène, tu devrais te taire. Donc c'est ça qui est ouf, quoi, en fait. Parce que les clubs hollandais qui ont des performances en Coupe d'Europe, mais ultra supérieures au club français, le champion de Hollande, il a même pas le budget du 5e ou du 6e de Ligue 1, en fait. Les salaires, ils sont ridicules en Hollande, comparé à ce qu'on donne en Ligue 1. Et pourtant, ils gagnent des Coupes d'Europe, encore.
les Feyenoord, Ajax, etc. Alors ok, ils gagnent plus la C1, mais ils gagnent encore des Coupes d'Europe en fait. Donc je comprends pas en fait. Vraiment, moi c'est un truc que je comprends pas. Donc voilà. Donc c'est surtout pour ça. Alors je voulais féliciter l'Olympiakos, mais aussi je voulais mettre en abîme avec le football français et que les gens regardent sérieusement le football français en se disant mais en fait les gars qui sont à la tête des clubs sont des charlots mais intersidéraux. C'est-à-dire c'est pas un peu, il y a aucune planification de l'effort, du développement, du travail, du sportif, il y a rien. Il y a que de la réaction. T'as l'impression, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être on le fait plus maintenant, mais à l'époque, moi, on m'a fait en cours de sciences naturelles découper une grenouille et on appuyait, alors que malheureusement la pauvre grenouille était morte, on appuyait sur tel ou tel nerf et puis ça faisait bouger la jambe. C'était horrible, c'était dégueulasse, mais ça change pas que c'est la meilleure métaphore qu'on puisse trouver au football français. En gros, le football français, il est déjà mort, et la seule chose que le gars qui est à la tête des clubs fait, c'est réagir quand on appuie sur son nerf. C'est tout. Donc ils essayent de boucher des trous comme, je sais pas, Lyon par exemple, là avec son mercato d'hiver. Alors on peut dire, oh c'est super le retour de Lyon, mais c'est anormal que Lyon soit dernier avec 7 points ou je sais pas combien, là, ou 14 points à la trêve. C'est surtout ça qui est anormal. C'est pas qu'après ils dépensent 40 millions pour réussir à s'en sortir finalement et terminer européen. Ce qui est encore plus hallucinant sur le niveau de la Ligue 1, que le dernier qui, statistiquement, n'a absolument aucune chance de s'en sortir, termine européen à la fin de la saison. C'est pas une prestation, c'est pas normal en fait. Et c'est pas une prestation de Lyon, ça dénote de la faiblesse du football français en fait. C'est ça que ça montre. C'est pas autre chose. En fait, il y a rien d'autre qui est montré que ça. Donc voilà. Donc moi, c'est ça qui me rend un peu aigre-doux, on va dire, quant à la victoire de cet Olympiakos. Je crois que c'est la première pensée que j'ai eue juste après le match, après avoir eu mal au cœur pour mes amis florentins. J'ai eu vraiment pas mal au cœur, mais carrément là, j'étais énervé contre les clubs français en me disant non, mais ils peuvent pas faire ça en fait. C'est impossible de faire ça avec des Kaabi. Tu crois qu'ils touchent combien, Kaabi? Il touche peut-être, honnêtement, hein, il doit toucher 30 000 euros, un truc dans le genre. Et on a des joueurs en Ligue 1 qui touchent 650 000 euros par mois à l'Olympique de Marseille, et ils sont incapables de gagner une Conference League. Donc, vous voyez le délire, en fait? Donc, non, moi, ça me rend fou. Honnêtement, moi, ça me rend fou. donc voilà. Bref, c'est passé. Maintenant, on va parler un petit peu de l'actu du football européen. Alors, bien sûr, Mbappé signe au Real, plus gros salaire de l'histoire du Real Madrid, deuxième plus gros salaire de l'histoire du football derrière Lionel Messi au FC Barcelone. Parce que Messi au FC Barcelone, il les a coulés tout seul. Hein. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de ses salaires, mais c'était l'espace intersidéral, hein, ces salaires. C'était plus de 100 millions par an. Donc voilà, chargé, je parle. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a donc on en a parlé. Moi, je pense qu'ils vont jouer à 2 pointes. Au JCRM pense qu'il va jouer avec 3 attaquants. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit le style de Carlo Ancelotti. Mais bon, on verra. Carlo Ancelotti, c'est l'équilibre. Carlo Ancelotti, c'est la maîtrise dans la domination, hein, des fois, mais la maîtrise quand même. Maîtrise de l'événement. Pas laisser ton adversaire avoir des situations, c'est possible, mais pas te dominer réellement. Donc à 3 pointes, j'y crois pas. Le Real, c'est pas du. Enfin, Ancelotti, c'est pas du Aura Football. Ça n'a jamais été du Aura Football. Et si ça l'avait été, il aurait pas 6 Ligue des Champions à son compteur en fait. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Oui, alors 2 en tant que joueur, 2 avec le Milan et 3, donc 7 d'ailleurs. Et 3 avec le Real. 7 Ligue des Champions. Il faut savoir que Carlo Ancelotti tout seul a autant de Ligue des Champions que le deuxième club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est-à-dire le Milan AC. Donc c'est assez fou. Chapeau mystère. Bref, donc Mbappé, ouais, bah c'est bon, c'est signé. Mais moi je voulais aussi terminer un petit peu sur Saint-Étienne parce que Saint-Étienne, ce qu'ils ont fait contre Metz, franchement
C'est magnifique pour le football français. Alors bon, une des satisfactions du football français, c'est que Saint-Etienne remonte. Ils étaient menés 2-0 à l'extérieur, ils reviennent 2-2. C'est une équipe vraiment qui sait pas défendre, Saint-Etienne, cette année, mais qui sait marquer des buts. Donc voilà, chapeau, bravo. Et en plus de ça, derrière, l'investissement des Canadiens pour reprendre Saint-Etienne. Alors, ils vous promettent pas monts et merveilles, et en même temps, tu peux pas, parce que financièrement, Saint-Etienne, c'est pas New York. Donc voilà, c'est pas les New York Knicks, hein, c'est plutôt Saint-Etienne, quoi. Donc voilà. Mais il y a quand même de la ferveur, il y a quand même du merchandising, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se développer autour du club. De la billetterie, etc. Oui, les larmes de Larquet, t'as tout à fait raison. Au JCRM, au JC, pardon, à la radio, c'était très émouvant, hein, que quelqu'un qui a tout gagné avec, enfin tout presque, sauf sans les poteaux carrés, il aurait tout gagné avec l'AS Saint-Etienne. Pleure comme ça pour une montée en Ligue 1, honnêtement, chapeau, plus le rachat derrière, je pense que tout était un peu réuni pour que ça l'émeuve énormément, mais comme je l'ai dit, Gadzidis à la tête de la Saint-Etienne, c'est vraiment une super nouvelle, parce que le gars est pas du tout un amateur, mais quand je vous dis pas du tout un amateur, c'est pas du tout, déjà il est resté pendant près de 10 ans à Arsenal, dans une période très compliquée, où économiquement fallait être très strict. Il est arrivé à Milan. Milan pouvait potentiellement déposer le bilan, hein. Elliott a allongé l'argent pour laisser le Milan en Serie A, mais ils ont dit c'est la dernière fois qu'on le fait, donc vous vous débrouillez, mais maintenant c'est autosuffisance du club. Et en fait, en 3 ans, il a réussi à faire en sorte que le Milan soit autosuffisant, comble son déficit par lui-même, et devienne maintenant, pour la 3e année d'affilée, le club italien qui a la plus grosse progression en termes de valeur. Donc franchement, c'est monstrueux, hein. Le Milan a encore pris la valeur du club a pris encore 28% cette année, je crois. C'est le club italien qui a la plus grosse croissance à ce niveau-là. Et on est encore, le Milan est encore à l'équilibre cette année, voire même gagne de l'argent. Il faut savoir que quand ils l'ont repris, il était en déficit fréquemment de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros par saison. Donc voilà, un travail incroyable. Gadzidis, chaque semaine pendant 2 ans et demi, et je rigole pas, chaque semaine pendant 2 ans et demi, tu voyais sur les réseaux sociaux du Milan ou sur carrément l'application du Milan, nouveau partenariat signé avec un tel, nouveau partenariat, mais ça n'arrêtait pas. C'était hallucinant. Maintenant, quand tu vois le nombre de sponsors qu'a le Milan, c'est hallucinant. Tu as des murs entiers de sponsors. Donc tu as les sponsors 4e niveau, 3e niveau, 2e niveau, 1er niveau, les sponsors exclusifs, les ceci, les cela, mais tu en as de partout. Il n'y a pas un truc qui n'a pas un sponsor au Milan. Même les chaussettes, elles ont des sponsors particuliers. Donc, non, il en a fait un club bankable, quoi, maintenant. Qui a été racheté par Redbird, justement, parce qu'il l'a redressé de façon spectaculaire au niveau financier. Et c'est pour ça que c'est très important pour Saint-Étienne, parce que finalement, c'est ça qui manque à Saint-Étienne. C'est juste qu'ils comprennent quelles sont leurs possibilités, comme Lens a pu le faire. Alors là, apparemment, Lens a eu 2-3 soucis, hein. A priori, il y a des gros trous dans la caisse, hein. Il y a 110 millions d'euros. Ils doivent vendre pour 110 millions d'euros à l'intersaison pour équilibrer les comptes, parce que apparemment le directeur sportif a fait un peu n'importe quoi avec la Ligue des Champions, mais bon. Alors attends, juste... Ok, d'accord, bon. Parce que maintenant, dans les commentaires, souvent, tu as de la pub sur Twitch. Donc, en l'occurrence, voilà. Là, il y a des espèces de pubs pour... Donc oui, donc franchement, super bien, vraiment. Une super nouvelle pour la Saint-Etienne et pour le football français, parce que s'il y a un club qui est stable économiquement, sportivement, etc., comme Saint-Etienne dans le championnat de France, j'espère que ça aidera le football français à se développer. Si tu commences à avoir des Lens qui sont stables économiquement et sportivement, des Saint-Etienne qui sont stables économiquement et sportivement, Paris, voilà, et que arrive à se structurer aussi Lille, Monaco, et qu'enfin les 2 gros poids lourds de la Ligue 1, les autres, c'est-à-dire Lyon et Marseille, enfin réussissent à se structurer aussi, là ça commence à devenir intéressant. Donc voilà.
Hors foot, Djokovic blessé gagne encore un thriller de 4h40 en 5-7. En tout cas, ça à 37 ans. Ouais, félicitations parce que quand j'ai commencé le live, enfin un petit peu avant, il était mené 2-7-1 et apparemment il avait mal au genou. Donc, ok, il est allé gagner ce match-là. Maintenant, je sais pas s'il va réussir à faire un miracle en 24 heures, mais parce que le problème, c'est qu'il faut jouer le prochain match. C'est bien beau, mais c'était pas la finale là, malheureusement. Tu vois. Donc, je sais pas si vous le connaissez, si vous le savez, mais moi, je suis absolument amoureux sportivement de Djokovic. Voilà. Donc, je suis ravi pour lui, toujours ravi quand Djoko gagne. Djoko est pour moi vraiment le sportif ultime du tennis, c'est un cyborg. Donc voilà. Et puis en plus, j'aime sa façon d'être, le fait qu'il dérange, qu'il emmerde les gens. Moi, je suis pas toujours d'accord avec lui, loin de là. Mais ce que j'aime, c'est qu'il dit les choses. Et ça me fait marrer. Donc voilà, ça me fait marrer, et ça me fait marrer qu'il fasse bouger le microcosme, surtout très policé du tennis. Et aussi même le microcosme un peu du mainstream un peu policé qu'on vit tous et qu'on avale tous en ce moment. Donc lui, des fois, il fait un peu, il sort un petit peu de ça et c'est cool. Donc voilà, mais je suis pas toujours d'accord avec lui, hein, loin de là. Mais voilà, au moins il a la franchise de le dire. Donc voilà. Moi, pas le GOAT, c'est Roger. Je déteste son arrogance. En fait, Roger, c'est le GOAT de la beauté, de la classe, des choses comme ça. Mais si tu parles purement sportivement, les saisons qu'a fait Djokovic, absolument parfaites, où il déglingue deux joueurs, les plus grands joueurs de l'histoire du tennis, au sommet de leur forme, et qu'il les éclate. Pour moi, franchement, c'est stratosphérique ce qu'il a fait. Et je parle pas de ce qu'il fait maintenant, parce que maintenant, ok, bon, bah c'est super ce qu'il fait à 37 ans, etc. Quoique, enfin, cette année pas trop, mais l'année précédente, extraordinaire, etc. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que tu avais le duel mais c'était incroyable le duel Nadal-Federer. Lui, il débarque au milieu et il éclate tout le monde, alors que les deux sont au sommet de leur forme. Et c'est ça où là, je me suis dit, mais en fait, lui, c'est le joueur ultime, en fait. Et c'est pour ça que je le respecte, plus que pour tout ce qu'il a pu faire après, son nombre de grands chelems, etc. Oui, ok, d'accord, bah, il a une longévité bien meilleure que les deux autres. Ok, pas de problème. Je veux dire, au très haut niveau. Parce que les autres ont une super longévité, mais au très haut niveau, ils n'y arrivaient pas à la fin. Ça change pas que le gars, lui, il les a éclatés quand ils étaient au sommet, quoi. Alors qu'on est d'accord que c'était jusque-là les deux meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Donc voilà. Donc moi, c'est pour ça que je le respecte. Je déteste son arrogance, mais c'est parce qu'il est arrogant qu'il les a tapés, en fait. C'est ça le truc. Ça fait partie du sport du footballeur de haut niveau. Je sais pas si t'as aimé Ronaldo quand il était au Real Madrid, mais si Ronaldo c'est pas le summum de l'arrogance, je sais pas ce que c'est. Sportivement, hein, je parle, parce que Ronaldo, dans la vie de tous les jours, apparemment, ça a l'air d'être un mec super, avec des valeurs, etc. Ça change pas que dans le sport, le mec a une arrogance débordante, quoi. C'est horrible, tu vois. Mais bon, c'est pour ça qu'il est là où il est. C'est parce qu'il est arrogant. Et Messi, il n'a pas un petit ego. Hein. C'est juste que, voilà, je pense que... Et c'est pas méchant ce que je dis, franchement, c'est même admiratif. Je pense que c'est un Asperger, c'est pas la première fois que je le dis. Donc voilà, je suis pas médecin, mais pour être aussi obsessionnel et perfectionniste dans les gestes, dans la performance et tout, c'est pas possible. Faut pas... Enfin, t'es pas... T'as un truc en plus. Et être Asperger, c'est avoir un truc en plus pour moi. Hein. C'est pas avoir un truc en moins. Hein. C'est un compliment dans ma bouche. Donc voilà. Qui se joue en ce moment. Alors, il va jouer le vainqueur de Fritz et Rude. Ah ouais, bah, ça va être chaud. Parce que Rude, sur terre battue, il est chaud. Donc bon, après, l'année dernière, c'est pas très bien passé pour lui, mais quand même, il est chaud sur terre battue. Mais bon, peut-être Fritz, hein, on va savoir. Première manche, Rude. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus, mais ça change pas que Djoko, oui, voilà, c'est bien ce qu'il a fait, mais après, il va falloir se taper Rude, et ça va être rude.
Voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme news dans le football de haut niveau c'est à peu près tout. Hein. Alors, juste petit point agenda. La semaine prochaine, on va pas se voir parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis surtout, on va enchaîner 4 semaines de folie avec l'Euro. On se revoit donc le début juin, mi-juin, pardon. Ce sera le 17 juin. Donc l'Euro aura commencé le 14. On aura des trucs à débriefer, donc ce sera cool. Et puis voilà. Donc c'est plutôt pas mal, juste pour que vous sachiez, la semaine prochaine, pas de Buenos Aires Calcio. Les matchs amicaux cette semaine, attention à ne pas faire de Calvini avant l'Euro. Oui, ce serait bien, ouais, effectivement, ce serait pas mal. L'équipe de France a déjà beaucoup de blessés qui ont été sélectionnés. À chaque fois que les équipes de France, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais que ce soit Patrick Vieira, que ce soit Zinedine Zidane en 2002, Patrick Vieira en 2006, je crois, ou en 2010, je me souviens un peu, en 2008, je crois. Il arrive blessé. Bref, c'est toujours des fiascos. Hein. Quand on prend des blessés, là on a pris quand même Tchouaméni, Coman, etc. Donc je suis pas vraiment très très confiant pour l'équipe de France. Mais bon, on verra bien. Nkunku en 2022 s'était blessé à l'entraînement avant le mondial. Ouais, c'est vrai, effectivement. Alors qu'il était vraiment dans la forme de sa life, lui. Hein. Il aurait vraiment pu nous sauver la finale, je pense. Mais bon, malheureusement, il n'était pas là. Donc on se voit pas. Je voulais faire un tout petit point avant de partir, juste pour que vous sachiez que ça existe. C'est pas du tout... il se trouve que je suis bénévole dans une association qui s'appelle Football Écologie France, qui cherche à sensibiliser les acteurs du foot, alors professionnels, amateurs, les joueurs, les supporters, les éducateurs, les entraîneurs, etc., sur l'impact qu'ils ont sur l'écologie et comment est-ce qu'ils peuvent réduire l'impact écologique du football pour qu'on puisse à long terme continuer à pratiquer le football à l'extérieur et dans des bonnes conditions, parce que il faut savoir qu'avec plus 1,5 degré d'augmentation de température, vous perdez 22 jours de pratique du sport à l'extérieur. Et si on monte à 4 degrés, ce qui est un scénario qui est possible, on perd 66 jours de pratique du sport à l'extérieur, tout sport confondu, mais bien sûr le football, comme tout bon fan de foot et joueur de foot et supporter de foot. On adore quand même aller au stade pour jouer, pour regarder, pour supporter au mois de mai, au mois de juin. Là, par exemple, ce week-end, j'étais à un tournoi à Chambéry où il y avait des U11 de Toulouse, Lyon, l'AS Saint-Etienne, la Juventus d'ailleurs qui était là, etc. Et effectivement, c'est dommage si ce genre de tournoi, absolument fantastique, hein, on a passé un moment fantastique, j'ai vu des super matchs, AS Monaco, OGC Nice aussi, il y avait, avec des petits qui étaient vraiment super cool tous. Et effectivement, peut-être on pourra plus les voir, ces matchs du mois de juin, parce que ce sera plus possible de jouer au mois de juin et au mois de mai, donc à l'extérieur. Et ça c'est pas cool. Donc voilà, juste sachez que vous pouvez tout à fait faire partie de Football Écologie France quand vous voulez. Et adhérer ou pas d'ailleurs, être bénévole. Et ce qu'on fait, c'est on se déplace dans les clubs, on sensibilise les jeunes, mais on sensibilise aussi les adultes, on aide les clubs à obtenir des certifications RSE pour leur club. On essaye de favoriser leur transition vers de la récupération d'eau, de la LED à la place de l'halogène, des horaires d'éclairage différents, du matériel pour les médias un petit peu différents, etc. Bref, il y a plein de choses. Changer l'alimentation à la buvette, changer même l'alimentation globale de tous les joueurs, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour les clubs. On se déplace. Alors moi, j'essaye d'y participer au moins une fois par mois, mais toute l'année, il y a des gens qui travaillent pour ça, dont Johan Bouchet, qui est le directeur pour la Haute-Savoie et la Savoie de l'antenne Haute-Savoie et Savoie. Et voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas, allez sur les réseaux, allez sur où vous voulez, sur Internet, ou contactez-moi tout simplement. Et voilà. Mais en tous les cas, voilà, ça fait longtemps que ça commence à faire un petit moment que je suis avec eux. J'en avais jamais parlé, mais j'avais envie là maintenant d'en parler pour vous dire que vous pouvez aussi, de façon super cool, faire passer des bons moments à des enfants et en même temps les sensibiliser sur l'écologie. Tout ça
en partageant votre amour du football. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vais terminer sur ce point de réclame de bénévolat, hein, donc c'est pas pour gagner de l'argent, mais voilà. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. J'ai adoré passer cette saison avec vous, vraiment, c'était super cool. Merci pour tous vos retours, merci pour tous les gens qui se sont abonnés, que ce soit à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch, qui écoutent le podcast, etc., qui sont là en live, en particulier au JC et au Cotonou Joe, bien sûr, qui sont les deux piliers des commentaires, qui animent ce podcast et cette émission. Donc voilà, vraiment, merci de tout mon cœur à vous deux, mais merci aussi de tout mon cœur à tous ceux qui écoutent. Et tant qu'il y aura des gens qui écoutent, je continuerai, parce que j'adore partager ma passion du foot avec vous. J'espère que ça vous intéresse, et si vous voulez venir partager en direct dans les lives sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez surtout pas, c'est avec plaisir, on parle des sujets que vous voulez, tant que c'est le football et tant que c'est respectueux. Voilà. Je vous fais plein de bisous, et puis n'oubliez pas. Ciao les gars, ciao, à dans 2 semaines. Salut.